Donc, et c'est vraiment là où le bas blesse, c'est-à-dire que si vous voulez, c'est vraiment le degré zéro de la modernité que de repartir sur le pur Fordisme de la Ford T, de le Pékin moyen va avoir l'incroyable chance de passer à la modernité du véhicule autonome avec le véhicule électrique, quoi. Non mais quel énorme foutage de gueule. Non, non, comme je vous le disais, l'énorme problème, c'est de poser ce concept en fait comme l'autorité à suivre bêtement, l'éléphant dans la pièce auquel se plier, parce que Jean Covici l'aurait dit, parce que Jean Covici vous cache le fait qu'il est extraordinairement bien lucrativement rémunéré pour son pseudo missionnariat de veille empathique sur la réalité ingénieriale et technique structurelle comprise par la problématique de l'évolution pseudo-écologique, blablabla, alors que ce mec en fait est juste en train de vous remoderniser le pire du passéisme, de l'ultra-industrialisation autoritariste, vraiment du libéralisme patriarcal, mais pas au sens phallocratique, misogyne du terme, au sens pervers, pseudo-assistant, vraiment Munchausen par procuration, quoi, hein, père poule maltraitant, hein, dans le sens où le propre de la modernité, c'est justement de ne pas penser d'après la boîte à limite qui a engendré le problème. Alors là, c'est exactement ce que nous fait Jean Covici, c'est-à-dire vous enlevez vraiment la problématique électrique du véhicule, vous retombez exactement sur une dégradation de ce qui existe déjà, c'est-à-dire déjà premièrement, essentialiser le problème de la transition écologique au niveau du véhicule personnel sur la batterie pour le véhicule électrique, mais c'est vraiment une imposture, c'est un scandale absolu, puisque batterie en fait ça veut dire réservoir, ça veut dire approche conceptuelle du réservoir, ça veut juste dire on va vous changer le carburant. D'accord? Bon. Vous vous retrouvez avec des réservoirs beaucoup plus pourris, qui vous offrent beaucoup moins d'autonomie, qui du coup vont tomber en obsolescence beaucoup plus rapidement parce que les batteries en fait ont une durée de vie beaucoup plus dure, enfin beaucoup plus réduite que les réservoirs physiques juste de stock de liquide énergétique comme l'essence, le gasoil, le diesel, le kérosène, tout ce que vous voulez, de système de carburation. Et en fait, en plus de ça, vous vous retrouvez avec une tôle roulante qui, du coup, on a vu des cas avérés, soit décide avec le couplage avec l'intelligence artificielle de navigation de choisir de vous sacrifier vous pour moins de victimes en face, ou alors avoir des gros bugs parce que du coup ce sont des failles de vulnérabilité supplémentaires. Vous allez vous retrouver enfermé vivant dans votre véhicule pendant qu'il en est déclenché un incendie parce que on peut mettre votre véhicule à distance en fait en dysfonctionnement, susciter d'énormes dangers avec par exemple une suralimentation du retour régénératif batterie avec les freins régénératifs, hein. Il suffit d'overclocker la programmation pour du coup produire ce genre de déséquilibre, etc., etc. Donc on peut avoir des gens se retrouver assassinés en fait par le hack de leur véhicule, de l'interface véhicule. Donc c'est vraiment tout ça qui n'est pas évoqué dans la bouche de Jean Covici, sachant que tout ceci est un surcoût environnemental absolument dispensable. C'est-à-dire, encore une fois, toute cette électronique embarquée de bord, vous l'avez déjà dans votre poche. Donc l'intérêt en fait c'est de compatibiliser ce que vous exploitez, c'est-à-dire à la limite un agrandissement de l'écran et une connexion à votre système audio, mais re-cybernéticiser l'intégralité de la voiture pour démultiplier le taux de panne, avoir des bardés de capteurs, de machins, de diacs, de trucs de bordel qui en fait ne font que tomber en rade systématiquement, vraiment les mécanos vous en diront très long sur tout ça. Ce n'est que s'emmerder la vie pour rien, c'est démultiplier le taux de panne, vraiment, ça n'a aucun sens. C'est vraiment surconsommé du pseudo agrément d'expérience de conduite qui n'est qu'une emmerderie, une enculerie qui va vous vider votre portefeuille par rapport à la fonction voyage, hein. C'est-à-dire ou alors on se concentre tous sur le marché du camping-car seconde maison de Traveler Life, hein. Et là on parle clairement du sujet. Mais si vous voulez c'est pas du tout l'approche ni moderne ni écologique du problème. Mais absolument pas quoi. Et donc ça cache autre chose. Et donc
ça cache surtout la nécessité des batteries pour d'autres usages. Parce qu'à mon avis, planqué derrière la soi-disant justification par le marché grand public, c'est plutôt ça, à mon avis, qui cherche à être fait en catimini par l'État. À mon avis, c'est plutôt les flottes de drones, ou voilà. Ça va être les drones wireless, etc. Donc, ce sont des sujets, en réalité, extrêmement glissants, extrêmement dangereux du point de vue de la cybertotalitarisation du monde, excusez-moi. Et donc, voilà pourquoi il faut démasquer ces imposteurs nuisibles qui sont en train de visser dans la tête des gens des concepts polluants et néfastes à la véritable intelligence ingénieriale et surtout à leur mouture souveraine, c'est-à-dire qui transcendent l'énorme problème sociétal qu'on a aujourd'hui, qui est la capture de la recherche et développement depuis la Seconde Guerre mondiale massifiquement par l'investissement privé militarisé, industrialo-militarisé. Et donc, voilà pourquoi, si vous voulez, on connaît ces épicycles de flambée de violence extraordinaires qui ne cessent en fait de toujours essayer de passer un peu plus en force, puisque quand on gagne et on joue, pourquoi s'arrêterait-on de jouer, hein? Quand on joue et qu'on gagne, pourquoi s'arrêterait-on de continuer de jouer à nouveau, hein? Tant que je gagne, je joue, quoi. Et donc le problème, c'est que c'est nous qui perdons le match parce que ces gains sont systématiquement supplémentairement faits dans notre poche sans que nous puissions avoir notre mot à dire. Or, nous voyons que les justifications avancées ne sont pas du tout celles qui sont soutenables. Ça ne tient pas 2 secondes. Alors, je vais continuer de le développer parce que on va me rétorquer, oui, mais votre système ne marche que avec des véhicules reliés à la Terre. Oui, de ce que je vous en ai présenté, c'est vrai. Mais en fait, c'est plus subtil que ça. Les manifères transmitteurs, tels que je vous les ai montrés, hein, du coup, fonctionnent avant tout sur des systèmes différentiels. Hein. Vous voyez bien que, en gros, c'est surtout un étage qui du coup est RLC. Enfin, disons que si vous voulez, c'est R pour résistance, donc c'est le transformateur d'augmentation de puissance par résistivité qui va augmenter la tension par rapport à l'alimentation principale, convertir l'AC en DC et chercher à favoriser en fait des transformations successives d'AC en DC puis de DC en AC en passant au passage par un collectage des très grandes capacitations par les condensateurs, donc c'est-à-dire de vraiment d'augmenter la dynamique de signal, c'est-à-dire vraiment de tout faire pour maximiser la violence de front de tension qui va se propager sur un conducteur. Là où l'ampérage, lui, va plutôt être la puissance à cœur. Là, on va plutôt vraiment essayer de transformer une puissance nominale de courant en démultiplication maximum en haute tension, haute fréquence, afin de pouvoir l'injecter dans la bobine, qui va vraiment fonctionner par couplage inductif comme une catapulte magnétique bypass, hein, donc double sens, extrêmement sensible, qui permet en fait de faire de tout l'étage du coup L, donc inductance du circuit général RLC, hein, donc résistif, inductant, capacitif, et donc qui fait que le tout fonctionne en fait comme une antenne en interaction avec l'environnement proche. C'est pour ça que on vous dit qu'il est nécessaire de violer les lois de la thermodynamique pour en réalité véritablement en tirer parti dans la réalité et non pas dans le dogme scientiste, pseudo-scientifique. Et donc la partie bobine fonctionne comme une antenne interactionnelle. C'est pour ça qu'elle récupère de la charge supplémentaire dans l'environnement, en plus de transmettre les fronts d'onde autour d'elle. C'est pour ça que ça s'appelle un manifère transmetteur. C'est-à-dire que si vous voulez, la bulle de champ qui est développée autour de l'appareil, non seulement donc produit ce champ de radiance restitutif exploitable, donc qui est configurable. Vous voyez, celui-ci n'a aucune forme d'électronique embarquée. Il y a aucune électronique de pilotage. On est vraiment en pur électro-analogique. Hein. Ce sont que des composants physiques hard, on va dire. Il n'y a pas d'interactivité électronicienne à aucun étage. Donc on est vraiment dans une architecture de pure réactivité, purement, strictement électro-analogique. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de cybernétique pour avoir des réactions génératives éco-synergiques tout à fait intéressantes. Je veux dire, l'exponentielle d'énergie propre sans électronique, qui fait mieux? Je veux dire, les centrales nucléaires ne font pas ça, vous voyez? Bon, donc si vous voulez, et pour 60 balles de matériaux de récup, ici je peux potentiellement, avec plutôt peut-être une upgrade en taille, pratiquement alimenter ma maison. Bon. Du coup, si vous voulez,
la bulle de champ va interagir avec l'environnement proche et capturer de la charge. Je vous passe le détail complexe, les plus malins commenceront à comprendre. Mais si vous voulez, l'antenne est un bypass. Et donc, la question, c'est vraiment la fonction de différentiel, en fait, de capacité d'échange haute efficacité avec l'environnement. C'est pas tellement la question de la Terre. La Terre, c'est plutôt l'efficacité de connexion à la Terre qui permet une grande bande passante, en fait, interactionnelle entre vraiment, dans ses extrémités propres, l'atmosphère et la Terre. Et donc, c'est parce qu'on connecte une deuxième Terre sur le système que on court-circuite en fait au niveau du manifère pour démontrer la puissance générée en plus, c'est-à-dire vraiment la puissance de magnification, d'en avoir une démonstration claire. Mais dans son fonctionnement optimal, on cherche pas à faire saturer, à faire décharger sur l'effet de pointe. C'est pas le fonctionnement du manifère. Le fonctionnement du manifère, c'est d'amplifier la quantité d'énergie injectée dedans pour tirer parti des réponses environnementales, pour susciter de l'énergie supplémentaire gratuite et propre. Et donc, si vous voulez, la véritable question, c'est s'il existe un moyen en fait de wirelessiser en fait aussi cette relation-là. La vraie question, c'est vraiment le différentiel interactionnel environnemental. Et c'est là où vous voyez que c'est 1000 fois plus intéressant que la question de la batterie. Parce que là, on n'est plus sur une fonction de stock embarqué, on est sur une fonction de générativité embarquée. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, on s'approche du concept du véhicule sans carburant. Enfin, illusoirement sans carburant embarqué nécessité. Directement avec la raffinerie dans le véhicule. Vous voyez? Et donc, c'est le véhicule perpétuel. Et donc, si vous voulez, ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, je vais pas m'hyper étendre sur tout ça parce que ça pourrait être employé pour des applications absolument effroyables de surpuissance, de destructivité. En même temps, on l'a déjà avec les armes atomiques, hein, avec les armes à réaction de fusion. Et donc, si vous voulez, le problème est déjà dans la pièce, quoi. Donc, la question, c'est vraiment la cybercarcéralité comme seul obstacle fantasmé à la dégénérescence du narcotrafic, comme si de toute façon le problème était particulièrement les véhicules individuels. Non, c'est surtout les véhicules remotés, hein, c'est les problèmes surtout des couvertures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principal nodal du narcotrafic, ce sont pas les véhicules personnels, ce sont les approvisionnements logistiques de gros, c'est la saturation de capacités douanières par l'hyper-intensification des énormes capacités de ports commerciaux à énorme trafic de containers dont il est incapable de scanner l'intégralité des unités, et donc c'est là où les plus gros volumes logistiques passent, plus les balardages depuis les bateaux, avec les balises GPS, etc. Et à ce moment-là, les problèmes de récupération. Donc, vous voyez que c'est clairement pas une question du véhicule individuel et que tout ceci, en fait, vraiment ne cache qu'une seule chose, c'est la cybertotalitarisation en fait de l'existence, c'est-à-dire ce rapport pervers à la cybernétique et à la cybernéticisation qui ne cesse de la déployer stupidement, corrompu dans des orientations de nécessité, de stakhanovisme, de lucrativité, au lieu d'en faire un bien national correctement régulé, dont la véritable puissance de l'outil serait à ce moment-là beaucoup mieux cadrée et beaucoup mieux mise à profit de la société civile. Voilà pourquoi je n'ai de cesse de parler de la société civile depuis si longtemps. J'en fais moi-même énormément les frais de cette capacité interceptive nuisante de la cyberinterception et des rapports de force décrits par ces prédativités cyber-augmentées, donc je sais particulièrement de quoi je parle, c'est pour ça que je vous mets cet exposé au milieu du reste des démonstrations. Je vous disais que tout ceci est un tout, que je vous produis justement parce que ma situation en est un exemple à l'avant-poste, il me semble, et donc voilà pourquoi, si vous voulez, il est nécessaire d'arracher le masque de Jean Covici à ce titre-là. Donc le problème de la connexion à la Terre, si vous réfléchissez un petit peu, n'importe quel corps qui commencera à fonctionner en fait comme une Terre virtuelle dans un système où il suffit de réfléchir
au couplage wirelessé en fait, donc c'est-à-dire sans fil de cette partie-là, de cette relation à la Terre dehors. Si vous avez une Terre virtuelle réceptrice ici qui peut raisonner à l'équipement d'une architecture routière, vous résolvez le problème. Vous voyez ? Je vais pas en dire beaucoup plus, mais voilà comment il est tout à fait possible d'envisager des solutions et des gammes de solutions entières au problème. Bon. C'est pas forcément de l'induction. Il y a plein d'autres types, et je vais en parler aussi, parce qu'il faut le dire. Tesla avait travaillé sur un concept qui s'appelait la téléforce, mais aujourd'hui, ça va plutôt être récupéré dans les adaptations qui vont être faites avec le laser, avec les armes à impulsion focalisée, faisceaux d'énergie dirigés, donc dans les anti-drones. Et voyez comment, du coup, c'est exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire que le problème, c'est la vieille problématique de la militarisation de ces technologies, en fait. Hein. C'est vraiment, donc Tesla parlait du Death Ray, hein, je peux vous le prouver, à l'époque... c'était proposé comme défense, ouais voilà, proposing the death ray for defense, hein, donc c'était le fameux rayon de la mort de Tesla. Bon, je peux en dire plus, c'est plus avancé qu'on ne le croit, ça commence à être redroppé dans toutes ces technologies de type de rayonnement exploité dans ces armes à faisceau d'énergie dirigée. Mais ça, c'est vraiment l'usage pourri qui est possible d'être fait de ces technos. Ça peut tout à fait être, si vous voulez, des technos tels que celle-ci, ça peut potentiellement remplacer, par exemple, des lignes haute tension pour véhiculer de grosses quantités d'énergie de façon wireless. Vous voyez ? Donc, il y a des modes, en fait, de régime cadentiel impulsionnel qui sont tout à fait infrastructurables sans trop peu d'impact autoroutier, avec le fait de régler un des premiers étages des autonomies véritables des véhicules qui n'ont pas besoin de dépendre d'industries sales pour régler le problème écologique de la question de la mobilité. Sans parler de l'extraordinaire inféodation supplémentaire au chantage, au racket et à l'extorsion, puisque à part construire chez vous votre propre superchargeur, vous êtes complètement bloqué après 150 km d'autonomie. Donc c'est vraiment une dépendance contrainte à la smart grid qui en fait n'est là que pour assurer une rente d'état de votre exploitation contrainte. Donc vous voyez comment il suffit ensuite que l'État tombe entre de mauvaises mains, et du point de vue citoyen, vous êtes complètement beaucoup plus verrouillé que vous ne le seriez avec un véhicule autonome à carburation, où il vous suffit d'emporter avec vous votre propre carburant pour continuer de pouvoir vous émanciper en fait d'une telle tentative d'extorsion contrainte, de filet à la patte contraint, superstructurellement parlant. Donc vous voyez comment toutes ces problématiques sont beaucoup plus perverses qu'elles n'y semblent, et comment il est absolument nécessaire de le visibiliser clairement. Bon, voilà vraiment les données sur le parc autoroutier actuel, hein, c'est vraiment la source du ministère, hein, c'est la statistique publique du ministère de l'Énergie, Transport et du Logement et de l'Environnement, hein, donc je prends vraiment les infos à la source, hein, donc vous voyez, environ 40 millions de véhicules en 2025 au 1er janvier, avec ces différentes stats, etc. Donc vous voyez vraiment que 700 000 véhicules sur 40 millions, c'est 1,79%, donc c'est moins de 2% du parc. Hein. Donc voilà, c'est vraiment une toute petite intronisation du marché pour un gros coût environnemental qui cache en fait autre chose. Alors, bon, comment le récoltage de l'énergie électro-atmosphérique fonctionne rapidement? Donc ce sont les lignes de champ équipotentiel, hein, ce sont des vieilles thématiques en physique. Hein. Voilà, donc... Voilà. Donc vous voyez que c'est le gradient diélectrique, donc le sol est naturellement électronégatif de façon question polarité. Vous voyez la quantité en électrovolts par mètre d'altitude, et vous voyez que plus vous montez en fait en altitude, et plus en fait l'atmosphère a collecté en fait la charge électrostatique restituée par
la résonance terrestre et la filtration par la magnétosphère des vents stellaires, et ou comment en fait cette source incroyable, abondante d'énergie est présente systématiquement autour de nous, sans que vous ne le sachiez, parce que on ne vous l'apprend pas à l'école, tout simplement. Ce qui est le pire scandale de l'histoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, vous voyez, jusqu'à la limite de l'ionosphère, vous commencez à avoir du coup une différence de potentiel majeure. Hein, on vous donne un peu les références extrêmes. Et donc c'est tout ça en fait qui fonctionne vraiment dans les systèmes haut atmosphériques, où il est particulièrement intéressant d'observer les réactions des types d'éclairs existants sur les situations de tête des énormes cumulonimbus, etc. Il y a tout un tas de phénomènes extraordinairement intéressants d'éclairs rouges tournant vers le redshift, qui partent non pas du ciel vers le sol, mais dans l'autre sens. Hein. Vous voyez des éclairs comme ça à la polarité inversée habituelle, par exemple aussi en cas d'éruption. Vous voyez des éclairs qui partent des volcans pour aller vers l'électrosphère terrestre. Ça existe totalement. Donc si vous voulez, le vrai propre des éclairs, il faut les considérer en réalité comme des tornades. Ce sont des vortex multipolarisés, synchrones, transductants, c'est-à-dire des bypass, vous voyez, sont vraiment des systèmes d'échangeurs énergétiques entre la topologie terrestre et le cosmos. Et donc c'est le propre de toutes les formes d'énergie sur la planète en réalité. Il n'y a pas une seule forme d'énergie qui ne se transforme pas, et du coup tout type véritable de système exploitant l'énergie devrait être des transformateurs optimum. Voilà pourquoi le caractère navrant de la façon dont Jean Covici permet de poser le sujet est vraiment mais toxique au plus haut degré, quoi. Vous voyez, hein, comment donc vous avez vu subrepticement, parce que je parle, donc vous voyez les pluies d'ions positifs systématiques, hein, arrivant des rayonnements stellaires, hein, du cosmic background, enfin du champ cosmique. Et donc voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Donc vous voyez, nous en fait naturellement, hein, nous prolongeons l'électronégativité du sol. Hein. C'est le système des méridiens nerveux par les voûtes plantaires. Il y a par exemple, il y a des exemples célèbres d'anthropologues américains qui intégraient les familles natives américaines. Ce qu'on appelle communément, malheureusement, encore aujourd'hui les Indiens, les nativo-américains, qui du coup voyait se faire conseiller par ses familles quand il les fréquentait dans les tipis et tout, qui lui disait enlève tes chaussures, elles vont te rendre malade. Et ce mec a développé tous les systèmes de connexion électroconducteurs de son lit pendant qu'il dort, a constaté des réductions des inflammations chroniques des organes pendant le sommeil, une meilleure dépollution, etc., etc. Bon, ça peut être dangereux en cas de foudre avec les remontées telluriques. Il vaut mieux mettre un switch, quoi, si vous voulez, il vaut mieux mettre un disjoncteur magnétothermique sur la route quand même. Mais du coup, vous voyez que si vous voulez, en prolongeant atmosphériquement en fait l'électronégativité naturelle du sol, en fait naturellement en permanence, hein, donc toutes les questions chakra couronne, etc., c'est pas si déconnant que ça. Vous voyez que déjà on a une réduction de la zone en fait entre une grosse différence de potentiel avec 200 électrovolts, vous voyez à peu près à 2 mètres de haut, hein, et vous voyez comment la réduction de cette différence de potentiel là en fait favorise les échanges et donc du coup maximise les échanges énergétiques par exemple. Donc il suffit en fait d'aller mettre un collecteur en fait chercher les plus hautes différences de potentiel possibles de façon relativement peu coûteuse architecturalement. Et donc vous allez voir ces effets de ligne équipotentielle continuer de maximiser en fait leur quantité d'énergie. Voilà. Et donc, cette zone, en fait, étant réduite géographiquement, va saturer ioniquement, et comme je vous le disais précédemment avec les systèmes d'arc électrique qui va claquer, va se retrouver du coup à être un système d'échangeur. Et donc vous allez pouvoir taper vous voyez, un échangeur à plus 12 kg électrovolts directement récupérable, interagissable avec votre architecture. Vous voyez. Donc c'est le principe de l'électroculture, c'est le principe de tout un tas de choses. C'est ce que tous les pionniers ont travaillé depuis bien longtemps. Moi, je l'ai essayé en potager, ça marche du tonnerre de Dieu, c'est formidable. Et donc, il suffit en fait au collectage au pied de mettre une bobine de Rodin ou un chronomoteur,
et tout de suite vous avez de la conversion. Donc vous voyez que la raffinerie c'est le ciel en fait, c'est la planète, le bal des astres du système solaire fonctionne pour vous. Vous démodulez en fait les quantités d'énergie absolument pratiquement éternelles des naissances et morts d'étoiles, si vous voulez, puisque en plus de ça, les stellar sphères c'est comme des matrioshkas, elles sont imbriquées les unes dans les autres. Vous voyez, le système solaire n'est pas n'est pas la seule étoile du coin. Regardez les vidéos sur les échelles entre les différentes tailles d'étoiles. Vous verrez à quel point notre étoile est ridiculement petite. Et donc, si vous voulez, cette quantité d'énergie-là est la plus surabondante de tout le cosmos. Donc, c'est la source à laquelle démoduler nos pratiques, si vous voulez. Voilà pour ce qui en est de l'électroatmosphéricité. Donc, ça a été pensé par plein de gens. Ici, je vous conseille la chaîne de Robert Murray Smith. Je vais pas tout vous donner, hein, il y a 25 ans de boulot, donc voilà, hein, c'est quand même un petit peu normal de faire attention à ce qui est en divulgué. Donc ça c'est aussi la transformation des hautes vitesses de rotation avec les génératrices de transformation haute tension à peu de couple. Donc c'est les brevets de la machine de Newman, Joseph Newman. Donc lui très rapidement, si vous voulez, il démontre la très forte convertibilité inertielle en énergie avec peu d'amorçage. Hop là. Donc vous voyez derrière ici ces axes. Donc, je vous donne la référence, vous irez fouiller, mais sachez que ça fait partie de ce qui a été réemployé aussi par Jim Murray, qui lui l'a rapproché de la réadaptation des systèmes à vis sans fin, travaille vraiment sur les géométries rotationnelles interactionnelles, sur les applications de courant de surface fonction des géométries. Donc si vous voulez, ça a été vraiment extrêmement intéressant du point de vue des cadençages et tout. Donc ce sont encore des étapes qui permettent de magnifier vraiment considérablement les surmagnifications locales à tous les étages possibles des architectures nécessaires à construire des voitures. Enfin, pour faire des voitures. Et puis il y a ça surtout que je voulais absolument vous montrer. Donc ça c'est la chaîne anciennement de Jeremiah, qui est devenue du coup Tesla Tech Maker Energy Supply, parce que donc ce petit foufou, lui, il a travaillé extraordinairement sur les turbines Tesla, qui sont extraordinairement efficaces. Et donc, si vous voulez, ce qui est extrêmement intéressant dans ces brevets, qui était déjà fascinant dans le génie architectural de la pensée de Tesla par rapport à sa turbine, je vais pas vous en dire plus. Donc lui, il travaille donc sur des systèmes d'échangeurs thermiques, hein, vous voyez, ici par exemple, vous avez à peine 2 volumes d'échange, un chaud, un froid, et donc la turbine est placée en différentiel entre les deux. Il arrive à tirer plusieurs milliers de watts de différentiel de delta T d'à peine 30 à 40 degrés. Bon, si vous voulez, ça vous explique, ça vous démontre tous les systèmes de différentiel synchrone existants sur une voiture et cyclables avec une intelligence d'anticipation et de disponibilisation de la réflexion, de la prospective sur l'infrastructure routière elle-même, de compléter en fait le méta-cyclage énergétique réexploitatif successif entre l'infrastructure et l'usage particulier, vous voyez. Donc, ce sont ce type de prospective qu'on attendrait d'une société moderne, hein. Sans parler des kits à chaud, hein, ici quelqu'un qui va transformer son groupe électrogène avec un kit Pantone, hein, bien connu, donc des bulleurs cycler encore systématiquement la quantité d'énergie initiale pour la démultiplier avec des ressources surabondantes et propres, hein, comme de l'eau, qui vont donner cette fois l'absence de gaz de carburation, hein, toute la pollution en fait en réalité. Pour ce qui est du problème pulmonaire atmosphérique des véhicules thermiques, c'est en fait les mauvais degrés de qualité de combustion dans les explosions, dans les chambres à compression des cylindres, des pistons. Et donc c'est ça les gaz d'échappement, si vous voulez. Et l'avantage du dopage à l'eau, voire de son remplacement unilatéral par le gaz de Braun à chaud hydrogène pour carburant, c'est, si vous voulez, une solution particulièrement intéressante aussi de base, puisque elle est tout à fait adaptable
sur les véhicules déjà existants. Donc, vous voyez comment c'est la solution la plus écologique depuis le début. Je n'ai de cesse de le dire depuis le début. Et donc, on peut même penser des hybridations de ces différentes techniques à partir des véhicules existants qui rendent les véhicules quasiment perpétuels autonomes. Hein. Je pourrais vous en montrer plusieurs exemples. Mais justement, il est nécessaire à ce moment-là de prototyper matériellement en local beaucoup plus proactivement, parce que on voit très bien comment ce débat justement est fait pour être enterré à tout prix. C'est pour ça que vous voyez ce type de campagne en fait qui m'est destiné dans la presse en permanence. C'est pour ça que je démontre la réalité médiatique de la chose, parce que ça suffit, ça fait déjà 45 ans que c'est comme ça, c'est bon, ça avance à rien. Hein. Donc voilà, ça finira par pratiquement remplacer la source de carburant sur son groupe électrogène. Et si vous voulez, c'est une très bonne chose parce que vous voyez comment en fait depuis le début toutes les solutions sont là pour éviter l'étouffoir économique des entreprises. Donc c'est là où on pose en fait centralement la question. Donc c'est là, si vous voulez, où on pose centralement la question de mais comment se fait-il que les transitions douces pour les entreprises ne sont pas possibles de par les gouvernants. C'est-à-dire, voyez la violence dans laquelle ça se passe, voyez l'absence totale de capacité de contenance des gouvernants qui nous animent et qui ne voient là que les opportunités absolument réduites à la lucrativité des transitions. Voyez comment, en réalité, l'existant pour eux n'apparaît comme une bétaillère d'affirmation de pouvoir et certainement pas une conception du pouvoir en tant que service de transition vertueuse pour tous, puisque, comme je vous le dis, le maître mot de tout ça, c'est vraiment un dépopulationnisme frénétisé, c'est-à-dire que ils ne considèrent même pas que l'espérance de vie actuelle finisse le boulot. Ils veulent vraiment, au passage de ces prétextes, faire en sorte que la démultiplication du nombre de morts ne soit pas tellement un problème, parce qu'ils ont peur en fait des courbes exponentielles. Ce dont ils ont peur en réalité, c'est de la responsabilité. Ils considèrent, de par les abstractions qui sont faites dans les bords de cellules prospectives qui leur sont prémâchées pour que ce soit à portée de cerveau de politiciens, que du coup les vies, les fonctions, les existences, etc., les grands ensembles, les démographisations du réel, en fait, ne soient que des grands ensembles de chiffres, de fonctions et de courbes, et donc de vecteurs. Et donc cette vectorisation réificatrice en fait du réel finit par créer le biais de perception d'avoir à considérer du coup le vivant comme ces données en fait réductibles, essentialisables, et donc on perd de vue totalement la réalité de la capacité adaptogène et de l'émolument du génie scientifique général. Et donc, si vous voulez, on voit très bien que c'est surtout une lucrativité personnelle qui est basée sur une compatibilité de nos dirigeants avec la livre de chair, c'est-à-dire la justification du crime parfait réussi par la violence. Et donc, vous voyez comment ce n'est pas, en fait, ce qu'attendent les populations aujourd'hui à l'ère contemporaine, des modes d'approche et prospective par rapport à tous ces sujets. Pendant que on va continuer de se servir de ces prétextes pour déprédater toujours plus leur pouvoir d'achat et de déployer sur eux des géostratégiques en catimini qui sont les identifications de toute leur interactivité avec les valeurs d'émancipation ou de valorisation possible exploitables, et donc cherchent systématiquement à préparer en fait une cybercarcéralisation toujours plus frénétisée, de leur couper l'herbe sous le pied de toute chose. Voilà pourquoi j'ose lancer le débat clairement, publiquement face à Idriss Aberkane. C'est pas la personne qui me dérange le plus, c'est l'inertie du système dans lequel il s'est englué avec ses interfaces neuroergonomiques, nanana, où en fait c'est le fantasme cyberpanopticiste du comptoir à l'américaine de la vampirisation de toute chose, quoi. C'est-à-dire d'abuser systématiquement le rapport citoyen pour toujours venir essayer de justifier, nicher l'opportunisme accaparatif, interceptif de la folie en fait paradigmatique pseudo néolibérale, la sociopathie hypocrite de la chose, quoi. C'est-à-dire à la limite que les inventeurs dépassent le cas de la propriété privée pour que les propriétés d'usage soient bénéfiques au commun, bah oui, pour que les conditions de tous s'améliorent en fait. Donc systématiquement venir intercepter l'initiative pour rejustifier des bétaillères d'autorité de contrôle qui s'opposent toujours plus à la démocratie directe à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment un passéisme qui ne démontre que sa sociopathisation résiduelle, qui est
totalement dépassé. Les technologies dont je vous parle existent dans leur toute première origine. Elles ont commencé à être déployées à l'université universelle, à l'exposition universelle dans le pavillon colombien de 1873. Hein. Dans leur version aboutie, aux alentours de 1919, comme je vous ai démontré avec les brevets. Tesla va finir par développer les premiers Black Programmes avec toute la légende qui est bâtie autour de lui à partir de l'expérience de Philadelphie, etc., sur laquelle il s'était opposé, etc. Mais si vous voulez, c'est toute cette période-là qui a été jonchée des deux guerres mondiales. Vous voyez comment on reste en fait pétri de toutes ces saloperies où l'ultracarburation, le plomb tétrahydryle a servi à faire les chars de la Blitzkrieg, par exemple. Et comment ça a été en fait un effroyable et épouvantable massacre dont l'objet de fond a été de détruire les archives. Et donc d'essayer de blackouter l'existence de l'humanité de ces niveaux technologiquement déjà préalablement atteints, au lieu de réussir à déployer la complexification nécessaire à la maturité des civilisations pour en tirer parti, tout en maîtrisant en fait les chaînes de réaction. Et donc, voilà comment c'est pas possible de résoudre la question en évitant de poser le débat en place publique. C'est la censure, l'invisibilisation ne va pas régler la question pendant que de toute façon, les armes atomiques ont été considérablement augmentées jusqu'aux capacités d'antimatière aujourd'hui, où c'est des milliards de fois plus destructif en termes de réaction en chaîne que les quelques grammes de plutonium raffiné qui ont été exploités contre Nagasaki et Hiroshima. Et où les tsar bombes aujourd'hui, c'est 100 fois, même bien plus que ça, le potentiel destructif de ces bombes-là. Donc si vous voulez, la dangerosité existe bel et bien pourtant, et ne permet pas pour autant de sanctuariser la vie, alors que c'est bien la première racine de comment la chaîne de réaction de l'hystérisation de la flambée de violence du monde risque le plus de nous atteindre. Donc, voilà comment on en arrive à ces extrémités-là. Et voilà pourquoi je voulais répondre un peu à tout ça, parce que ce cirque, vraiment, ça suffit, quoi.